elle a eu, on va dire, certaines affinités avec certains, certaines relations avec certains. Est-ce qu'elle les aimait? Est-ce qu'elle les détestait? Est-ce qu'elle avait ses préférés? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. On va parler de la suite d'Agatha Christie et de... Alors, moi, je disais héros, tu préfères le terme compagnon. C'est surtout des personnages iconiques qui ont accompagné sa carrière. Voilà, ce sont ces personnages iconiques, mais moi, je dis compagnon parce que, comme tu dis, ils étaient là du début à la fin. Elle a eu, on va dire, certaines affinités avec certains, certaines relations avec certains. Est-ce qu'elle les aimait? Est-ce qu'elle les détestait? Est-ce qu'elle avait ses préférés? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. On va commencer avec, ça va te surprendre. Miss Marple. On va commencer cette partie avec... Je pense que tu auras deviné avec Hercule Poirot. Oui, j'avais bien compris. Parce que oui, moi c'est mon petit chouchou et comme on en discutait dans l'épisode précédent. Ouais. Moi j'ai toujours aimé donc les romans, mais c'est vrai que quand j'ai vu la série avec David Suchet, là il y a toute une... Il y a eu un déclic, quoi. Voilà, il y a un déclic pour... Il y a toute une... J'ai pas envie de le dire, le terme amour, parce que ça fait genre je suis à fond dedans, mais non. Oui, sans aller dans le côté malsain des fans non, c'est plus japonais. Un côté affectueux. Pour moi, Hercule Poirot, c'est mon petit plaid de confort, en fait. C'est quand je vais pas bien, quand je suis malade, quand je suis fatiguée, je me mets les Hercule Poirot avec David Suchet et je m'endors devant ou je me laisse porter par l'histoire et le monde va mieux, tu vois. Ok. Moi, ça me fait penser à ma grand-mère, mais non, je... Mais moi, je suis une mamie, je suis une mamie au fond de moi. Donc, Hercule Poirot, le j'ai pas de grand-mère, personnage. mais tranquille, ouais. Donc, sa première apparition, comme on en a parlé, c'est dans le premier roman publié d'Agatha Christie, La mystérieuse affaire de Styles, en 1920. Pour ce personnage, elle s'est inspirée, en fait, des réfugiés belges qui se trouvaient à Torquay pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Elle voyait ce petit groupe de personnes, et puis... D'ailleurs, Poirot, dans l'histoire de La mystérieuse affaire de Styles, quand on le découvre, elle le décrit comme un petit homme chauve avec une tête d'œuf. Je pense que la tête d'œuf d'Hercule Poirot m'aura toujours marqué. Sa moustache impeccable. Ouais. Et elle dit que c'est un réfugié de la Première Guerre mondiale, belge, qui est là, qui vit dans un village, qui fait du jardinage. C'est son voisin, quoi. Voilà, quoi. C'est le petit voisin. C'est votre voisin, c'est notre voisin. Nous avons tous un voisin qui pourrait correspondre. Qui fait du jardinage. Ouais. Peut-être vous êtes ce voisin. Ce qui est marrant, en fait, donc dans l'inspiration, donc il y a le côté physique, le côté de l'identité, le côté histoire d'Hercule Poirot, c'est les Belges, mais au niveau de son nom, elle s'est inspirée de deux détectives de l'époque. Il y en a un qui s'appelait Hercule Popo de Marie Belloc Landes. Des personnages, pas des vrais détectives du journal. Ce sont des personnages. Okay. Et un personnage écrit par Frank Howell Evans, qui s'appelait Monsieur Poiret. Ah, ok. Donc, Hercule Popo et Monsieur Poiret sont devenus Hercule Poirot. Hercule Popo, c'est incroyable comme nom. D'un côté, c'est incroyable, et en même temps, je suis contente qu'elle ait plus pris le Hercule et pas le Popo, parce que ça marcherait pas avec le personnage qu'elle a créé, tu vois. C'est à ça que tu passes d'un personnage qui va avoir du succès à un personnage qui n'aura jamais de succès dans sa vie. Hercule Popo. Tu sais, ça fait Hercule Popo, ça fait très parodique. Oui, exactement. Et ce qui est marrant en plus, c'est que Hercule Poirot a été créé avant Hercule Poirot. Mais maintenant, comme on connaît tous Hercule Poirot, les gens vont te dire c'est une parodie. En fait, il était là avant qu'Hercule Poirot arrive. Mais ça, c'est le problème d'avoir le mec d'après qui a plus de succès que le mec d'avant. Ça, c'est fatal, ça. Et puis, une autre très grande inspiration pour Hercule Poirot, c'est l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, qui est un de ses contemporains. Parce que quand tu mets les choses à plat, Hercule Poirot, il y a Hercule, ce détective qui est assez excentrique dans sa façon d'être, dans sa façon de gérer les enquêtes. Tout à fait. Hercule Poirot est toujours très maniaque et soigné. Il appelle tout le monde mon ami avec son petit accent belge. Quand tout le monde l'appelle
appelle ce French détective, le détective français, il dit non, madame, je suis belge. Parce qu'il faut bien faire la différence. Il a raison. Qui adore les bonnes choses, que tout soit bien à sa place, qui utilise toujours ses petites cellules grises, qui à un moment donné fait un peu trop d'embonpoint parce qu'il aime bien la bonne bouffe. Ah, le fameux épisode où il l'oblige à aller dans un truc pour perdre du poids, là. C'est excellent. Cet épisode. J'aime bien quand il va chez son tailleur et qu'il lui dit « Vous avez pris du poids ?» Il fait « Non, c'est votre maître, votre maître qui marche pas, qu'est-ce que tu fous ?» C'est vrai que c'est incroyable. Ça, c'est Hercule Poirot, et à côté, donc la comparaison avec Sherlock Holmes, qui est aussi excentrique dans sa manière d'être, mais qui est complètement différente aussi. On connaît tous Sherlock Holmes. Faut dire que Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est quand même drogué, Voilà, c'est l'opposé, mais ça reste aussi un détective qui sort un peu de l'ordinaire. Oui, bien sûr. Tous les deux. Ils ont tous les deux cet assistant, Holmes à Watson, Hercule Poirot à Capitaine Hastings. Ouais. Qui est pareil, ils ont tous les deux ce côté simplet, un peu naïf. Oui, heureusement qu'il y a Poirot et Holmes qui est là pour leur ouvrir les yeux. C'est ça. Oh, tu connais la fameuse blague avec Sherlock Holmes et Watson qui font du camping? C'est quoi la blague de Watson? Donc c'est donc petit aparté. Donc, je suis à Sherlock Holmes et John Watson qui vont faire du camping, ils dorment et tout. Puis après, ils se réveillent en pleine nuit. Et donc t'as Holmes qui fait à Watson. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre, mon ami, tu vois? T'as Watson qui ouvre les yeux, qui regarde. Il fait c'est vrai que le ciel est très étoilé ce soir. Et là, tu as Holmes qui lui fait non, c'est surtout qu'on peut voir les étoiles, donc on nous a volé notre tente. Et tu vois, la relation entre Poirot et Hastings, c'est exactement la même entre Holmes et Watson. Oui, tout à fait. Non, très bonne blague, très bonne blague. Moi, elle me fait toujours marrer cette blague parce qu'elle est vraiment. C'est vrai, même quand tu la blague, je fais putain, mais je suis aussi con que ça. Watson, quoi. Je me suis même pas rendu compte que effectivement, la tante avait été volée. Est-ce qu'ils sont pas là aussi pour ça? C'est-à-dire pour se faire un peu l'écho du lecteur ou du spectateur de ce personnage qui est forcément moins intelligent que le héros. Et puis, il est moins intelligent, mais en même temps, il est très attachant. Parce que s'il était... le côté humain qui rend le personnage un peu moins désagréable. Parce que Sherlock tout seul, t'as envie de le buter au bout de 2 épisodes. Tellement il est voilà, mais Hercule Poirot, c'est pareil. Oui. Puis il y a aussi, en comparaison, chez Holmes, tu as aussi Lestrade qui représente la police. Tout à fait. Et avec Poirot, tu as Inspecteur Japp qui représente aussi Scotland Yard. Tout à fait. En faisant ma recherche sur Poirot, j'ai vu un truc qui est assez intéressant. C'est qu'à cette époque, c'était un signe de patriotisme d'exprimer sa sympathie pour la population belge. Parce que c'est comme eux qui ont souffert. Ils en ont pris plein la gueule pendant la Première Guerre mondiale, d'exprimer de la sympathie pour ces gens-là. C'est un signe très patriotique, donc c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant quand je fais ah ouais, quand tu sais qu'Hercule Poirot, qu'il est belge. C'est vrai qu'elle aurait pu dire qu'il était français, parce que son inspiration aussi, elle a puisé ça dans les romans d'auteurs français. Je sais plus comment il s'appelait, j'avais lu un roman comme ça, à peu près de la même époque aussi, d'un inspecteur français. Alors on pourrait dire aussi que c'est un coup de com'. Oui. Mais je sais pas si elle l'a fait. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est son idée ou celle de son éditeur? Je pense que c'est plus, comme elle le disait, à Torquay, il y avait tout ce groupe de réfugiés belges et ça l'a inspiré, tu vois, elle a dû les voir, ça l'a inspiré pour créer son petit détective, tu vois. Je dirais que c'est un mix des deux, c'est-à-dire que tu dois avoir aussi l'éditeur qui a dit ça serait mieux qu'il soit belge plutôt que français, par exemple, parce que on peut jouer sur ce truc-là, et elle s'est dit bon, alors s'il faut que je le refasse, voilà. On ne saura jamais parce qu'on peut pas lui poser la question. Sauf si on fait une séance avec Doctor Who, mais là ça va être compliqué, quoi. La fameuse séance avec Doctor Who qui tourne mal. Mais oui, donc Poirot, donc c'est quand même l'un de ses héros les plus connus, les plus identifiables. Ouais. Tu dis Agatha, comme de toute façon, je l'ai déjà dit, quand tu dis Christie, tu penses directement à Poirot. Normalement, c'est le premier réflexe. Normalement, quand t'es quelqu'un de... qui a déjà entendu parler d'Agatha Christie, du coup... Voilà, tu penses directement à Poirot. Tu penses à peu près à Poirot. Tu penses crime et ensuite Poirot, en théorie. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil du temps, Agatha Christie a appris à détester Poirot. Elle le détestait, ce personnage. Elle le disait, il est imbu de lui-même, il est super égocentrique, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, il est juste insupportable, j'en ai marre.
Mais je ne le tue pas parce que les gens l'adorent. Ouais. Et donc, je continue d'écrire parce que c'est ce que veulent les gens. Donc, je continue de leur donner ce qu'ils veulent. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est Hercule Poirot qui résout des mystères. Et ben, je vais continuer à leur donner ce personnage. Et c'est vrai que Hercule Poirot, quand tu le lis, des fois, t'as envie de dire, mais t'as pas besoin d'être aussi salaud avec Hastings, quoi. Hastings, ok, il est un peu niais dans sa façon d'être, mais t'as pas besoin d'être aussi exécrable. C'est ça, tu peux être un peu aimable. Mais c'est un peu le même problème qu'avait eu Conan Doyle avec Holmes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'auteur en a ras le cul de son personnage. Est-ce que derrière, il veut le tuer? Bah, en fait, il voudrait, mais il peut pas parce que le peuple, lui, les lecteurs ne veulent pas. D'ailleurs, Conan Doyle avait tué Sherlock et a été obligé de le faire revenir parce que il s'est pris une tollée sur Internet, quoi. Il s'est pris sa shitstorm Twitter avant l'heure, tu vois. C'est ça qui est terrible. Et je peux comprendre qu'il y ait ce côté overdose d'un personnage que tu as trop vu, trop fait, trop emmené dans le trop loin, et au bout d'un moment où tu es là, genre, bon, au secours, quoi. Elle a écrit pendant 55 ans. Ouais, c'est ça. Il était dans son premier roman en 1920 et après, elle l'a écrit dans un de ses derniers romans en 75. C'est finalement le mari avec lequel elle a eu le mariage le plus long, quoi. Finalement, elle le tue finalement. Non, je suis désolée, spoiler alert. Spoiler alert. Au bout de ça va, 40 ans après, si ce n'est plus, c'est ok. Il meurt en 75 et je t'ai partagé dans des documents dans Poirot. Le dernier, le second. Ouais. Donc tu vas me dire, tiens, tu vas nous dire ce que c'est que ce document. Alors, ça a l'air d'être un article de presse du New York Times, donc pas rien, de 1975 effectivement, qui raconte que Hercule Poirot, détective belge devenu internationalement connu, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu. Et ils font effectivement une chronique, une nécrologie, merci, j'avais le mot en anglais, une nécrologie de Poirot comme si c'était un être humain réel. Et c'est pour te montrer l'importance qu'il avait dans la culture. C'est même pas pour dire Agatha Christie tue Hercule Poirot. C'est Hercule Poirot est mort. Poirot est mort. On lui fait carrément une nécrologie. Genre, il est mort. C'était un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il était réfugié. Moi, je trouve ça hallucinant, quoi. Il est dans le New York Times. Il a eu son propre petit article pour dire, il est mort. Ouais, c'est rigolo. C'est même un peu too much, presque. Mais tu comprends, parce que c'est un too symbole. Much, mais en même temps, pour moi, c'est logique, la place qu'il a. Déjà, quand tu vois dans la place qu'il a dans l'œuvre d'Agatha Christie, et Agatha Christie, la place qu'elle a dans la littérature et dans la culture populaire. Tout à fait. En 75, là. Donc, c'est pas... Elle est à la fin de sa vie, elle est à la fin de sa carrière. Son plus grand personnage meurt, c'est quelque chose de super important. Est-ce que tu sais combien de livres dans les 74 bouquins et plus d'Agatha Christie ont comme personnage principal Hercule Poirot? Dans combien de livres il apparaît dans 33 de ses romans, dans 2 de ses pièces de théâtre et dans plus de 50 nouvelles. Ce qui est énorme. C'est plus de la moitié de sa filmographie, de sa bibliographie. C'est plus de la moitié, quoi. Donc, c'est pas rien. Tu comprends pourquoi elle en a eu marre au bout d'un moment. Moi aussi, je pense que j'en aurais marre, même si tu l'adores. Tu comprends pourquoi t'en as marre au bout d'un moment. Mais les gens l'adoraient, quoi. C'est un personnage qui est de toute façon emblématique, qui d'ailleurs passait au-dessus d'elle, parce que il a été... Ensuite, c'est devenu David Suchet, c'est devenu plein d'autres acteurs génialissimes. Ouais, d'ailleurs... Toutes ces représentations, il y a une autre image que je sais passer pour te montrer tous les acteurs, enfin là c'est pas tous les acteurs, là on va dire que ce sont les grands noms qui ont joué Poirot à l'écran. Et quand tu vois cette image, t'en as vraiment un qui ressort, parce que tu le vois, c'est Poirot, quoi. Bon, t'en as d'autres, t'as envie de dire, vous faites quoi? Il est en gros plan, hein. Déjà ça aide, faut pas exagérer, il y en a un qui est à moitié dans le noir. Bon, c'est peut-être aussi celui qui a eu la carrière la plus longue en tant qu'Hercule Poirot, c'est-à-dire que les autres souvent c'était un film ou 2 ou quelques épisodes. Lui il a quand même fait alors moi j'ai de la série télévision de 89 à 2013. De 89 à 2013, c'est pas rien, hein. Et ben c'est toute sa carrière, c'est plus vieux que certains d'entre vous. Parce que c'est 24 ans, donc toute personne qui a moins de 24 ans, horrible à dire. Voilà, vous avez vécu moins longtemps que Suchet n'a interprété Hercule Poirot, ce qui est
énormissime dans la carrière d'un acteur. C'est très rare les acteurs qui ont interprété aussi longtemps un personnage. Je pense que même lui, peut-être à la fin, il était en mode j'en ai ras le cul. Pas vraiment, parce que après, tu sais, ça a été tourné dans le système anglais où c'était pas non plus de 89 à 2013 en continu tout le temps. C'est pas le système américain où tu fais ça du non-stop, du lundi au lundi. Ouais, parce qu'il y a qu'une dizaine de saisons de la série, donc. Oui, c'est vrai. Mais ça reste 10 saisons, ce qui est pas rien. Et donc les gens, c'est devenu aussi Suchet, c'est devenu aussi plein de choses. Le premier acteur qui donc a interprété Hercule Poirot, c'était Charles Laughton en 1928 dans la pièce Alibi, qui est l'adaptation du roman Le meurtre de Roger Ackroyd. Le premier acteur au cinéma, ça a été Austin Trevor en 1931 dans le film Alibi, donc meurtre de Roger Ackroyd. Après, en 1965, on a eu une représentation de Poirot avec l'acteur Tony Randall, très satirique. Et après, il y a eu Albert Finney, qui en 1974, qui a fait Hercule Poirot dans Le Crime de l'Orient Express. Et c'est le seul qui a été nommé aux Oscars pour ce rôle, donc pour avoir joué Poirot. Ah, donc du coup, en théorie, il s'est pas trop chié dessus. Non, après, bon, c'est Albert Finney, quoi. C'est pas non plus l'acteur le plus mauvais du monde, quoi. C'est sûr. Après, on a eu Peter Ustinov. Ouais. Et qui est pour moi... Peter Ustinov est un bon acteur. Mais mais un Poirot, il est nul à chier, quoi. Et pourtant, il a fait 6 Poirots, de 78 à 88. Il a fait l'un des plus connus, qui était Meurtre sur le Nil. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et c'est celle qui passe le plus souvent. C'est celle avec Peter Ustinov, que je supporte pas. Et même la fille d'Agatha Christie, donc Rosaline, qui avait vu Ustinov pendant des répétitions avant le tournage, avait dit, mais c'est pas Poirot, il est pas comme ça, Poirot. Et t'as Ustinov qui fait, il est comme ça maintenant. Ah, super, merci mec. Insupportable. Et le dernier en date... Elle a dû aimer. Ah ouais, non, mais je suis sûr. Mais moi j'ai jamais aimé, j'ai jamais accroché par rapport à Poirot, parce que moi j'avais vu les romans et quand je l'avais vu, je fais, mais t'as pas la tête d'œuf. Elle est où ta tête d'œuf? Elle est où ta petite moustache noire? Elle est où, quoi? Que tu vois la photo de Ustinov, quoi. C'est toujours pareil, c'est l'ego. L'ego est-il là ou pas? Bah après, quand tu vois le dernier en date qui refait, c'est Kenneth Branagh, et quand tu vois la gueule du Poirot de Kenneth Branagh... C'est le dernier sur ton montage, la photo, c'est celui tout en bas à droite, oui, effectivement. Il a pas vraiment l'allure de Poirot. Il est plus proche de l'avant-dernier, du coup. Avant-dernier. Celui juste à côté de Suchet. Ouais, il est pas physiquement, et même moi j'ai vu le film. Hercule Poirot, c'est le petit détective, quand je disais, qui est bien habillé, qui aime pas faire d'efforts, qui j'utilise mes petites cellules grises, mon ami, qui aime bien être posé sur sa chaise à bouffer ses petits chocolats belges, avec sa petite liqueur de cerise. Oui. C'est ça, Hercule Poirot, c'est le mec, enfin c'est le détective. Normalement, c'est un emmerdeur, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est comme Sherlock Holmes. C'est un mec qui est insupportable, que tu ne veux pas dans ta vie privée, mais qui, si un jour il y a un meurtre t'as envie qu'il soit présent. Mais t'as pas envie de l'avoir dans ta vie privée parce que c'est un emmerdeur, comme tu dis. Voilà, mais puis... C'est le meilleur, mais il est chiant, quoi. Ce que j'aimais pas dans la vision de Branagh, t'as tout d'un coup, donc c'est le crime de l'Orient Express, on a une scène de poursuite entre Hercule Poirot qui poursuit un des mecs, un des coupables, dans la neige, sous un pont, le train est au-dessus du pont, le mec, je regardais le truc, je fais, c'est pas du Hercule Poirot. Hercule Poirot, jamais il se mettra à courir derrière un mec. Il va dire à Hastings de poursuivre le mec, il va dire à tout le monde de courir après, mais Hercule Poirot ne courra pas après un suspect. Hercule Poirot, il amène le suspect, je suis même pas sûr qu'il sache comment on fait. Voilà, il va faire 2 pas un peu trop vite, il va faire Attendez, je vous attends à l'hôtel avec ma petite liqueur. Tout à l'heure. C'est bon, vous l'avez attrapé. Avec mon petit chocolat chaud, quoi. Et oui, mais c'est ce que je te disais. À quel moment l'ego du scénariste de tout le projet, de tous les porteurs du projet en question, vont passer avant leur adaptation ou après. Et c'est souvent, aujourd'hui, en plus, c'est dur d'avoir un personnage principal qui ne bouge pas. Parce qu'on veut ce côté dynamique, ce côté Marvel, ce côté super-héros. Et d'ailleurs, même Sherlock Holmes, dans l'adaptation qui était génialissime au demeurant, mais avec Moffat et tout, avec Cumberbatch, c'était ça le challenge, c'est de réussir à moderniser le personnage sans le détruire.
Visiblement, sur Poirot, ils se sont plantés, quoi. Bah, Kenneth Branagh, comme tu dis, c'est une question d'ego et tu le ressens trop. Tu sens, c'est le mec qui se fait son trip à jouer Hercule Poirot en lui donnant un truc qui enlève ce qu'il fait Hercule Poirot. Bah, il joue le plus malin. Il fait personne n'a jamais fait ça avant moi sur le personnage. Oui, mais parce que c'est pas Hercule Poirot que t'es en train de faire. Tu es en train de faire un putain de détective super. Là, t'es en train de nous faire du Sherlock Holmes en fait, parce que Sherlock Holmes qui se met à courir d'après les gens, Ah bah Sherlock Holmes c'est déjà de base un peu plus dynamique. Même si aujourd'hui on gomme beaucoup tous les défauts de Sherlock Holmes, qui étaient notamment la drogue et tout ce qui n'avait pas été fait et ce qui était très appréciable dans la version Sherlock. Mais oui, bah, c'est ce que je te dis, c'est toujours pareil et vous pouvez mettre cette théorie sur à peu près toutes les adaptations que vous regardez. Et est-ce qu'on est sur quelque chose qui respecte l'œuvre et donc le scénariste, le réalisateur, le showrunner comme ils disent aujourd'hui, met son ego derrière l'œuvre qu'il adapte? Je dirais que c'est vrai par exemple pour la série Outlander, qui est extrêmement bien adaptée. Vous prenez des séries comme Les Anneaux de Pouvoir, comme ça dénonce, comme The Witcher, comme machin, où les égos sont passés avant. Bon, bah voilà. Posez-vous cette question et vous verrez que très vite on voit est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Ça, vous pourrez répondre à la personne qui vous posera cette question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation? Eh bien, c'est une question de Galinette Cendrée, bien sûr. Du coup, Mister Poirot, adapté jusqu'à aujourd'hui, pas forcément toujours très bien. Suchet restera pour beaucoup le meilleur. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur, avec l'arrêt de la version Suchet, que Poirot disparaisse des adaptations? Le Poirot qu'on connaît et qu'on aime, tel que Suchet nous le rend, honnêtement, j'ai peur et en même temps, je me dis que non, parce que Poirot a tellement une place dans la culture britannique, la culture de détective, qu'à un moment donné, on retrouvera un acteur, un réalisateur, un producteur qui arrivera, avec un nouvel acteur, à redonner cette image que Suchet a réussi à amener de l'image de Poirot telle qu'elle nous le décrit dans les romans. Et je pense peut-être que ce que Branagh a essayé de faire, et Malkovich aussi dans la série télé des meurtres ABC contre Poirot, ils ont essayé de faire quelque chose de différent, parce que c'est vrai que Suchet a tellement une tellement grosse empreinte sur le personnage de Poirot, sur comment on peut jouer Poirot, qu'ils ont peut-être voulu s'éloigner de ça pour montrer une autre facette, ce qui je comprends tout à fait. Mais dans ce cas-là, soit vous faites un peu pareil, parce que Poirot reste Poirot. Le mec, il est belge, il est petit, il est chauve, il a une moustache parfaite. C'est pas un mec qui va faire des jogging tous les matins. Tu peux pas non plus tout d'un coup lui donner une nouvelle identité parce que tu as envie d'être différent. C'est vrai. C'est soit, voilà, si tu adaptes Poirot, tu prends Poirot et tu le montres tel qu'il est. Mais alors, je vais tourner ma question différemment. Est-ce que tu ne penses pas que, du coup, Suchet a rendu impossible toute nouvelle adaptation de Hercule Poirot? Est-ce qu'il n'a pas tué le personnage du fait que, après lui, ce sera presque impossible de reprendre le flambeau? Je pense pas qu'il ait tué le personnage, mais il a rendu la tâche très dure. Il a mis le level très haut. Très très haut. Et c'est pas que il y a Suchet en tant qu'acteur, mais il y a aussi tous les producteurs derrière, parce que moi j'avais vu le reportage Being Poirot où Suchet parle justement de son expérience en tant que Poirot. Donc t'as les gens qui font la série, qui ont travaillé sur la série, t'as les producteurs et tout ça, t'as le mec qui a aussi créé le générique, cette musique emblématique. Oui. Quand t'as vu comme moi la série en large et en travers, tu la connais un peu par cœur. Même quand tu l'as pas vu en large et en travers, hein. Je peux te jurer que tu l'as entendu 2 fois, c'est comme Blackadder ce truc-là. Mais ils avaient une relation avec les héritiers de Christie, et donc tu sentais que tout le monde, c'était pas que Suchet. Suchet, bon après c'est l'image qui est un peu le rôle d'un acteur, c'est the poster boy, tu vois. Oui, bien sûr. De cet amour pour l'œuvre de Christie, en fait. Et je pense que la barre a été placée très 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 haut, et que ça va être très 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 dur d'être au même niveau. Et je pense qu'il va falloir laisser un temps avant de pouvoir ramener un nouveau Poirot, tout en respectant
l'œuvre de Christie. Mais ce qui veut dire aussi, est-ce que on n'est pas sur un moment où on va avoir beaucoup de mauvais Poirot pour pouvoir avoir un bon Poirot? Je pense que oui. Ce qui est un peu le truc de Sherlock Holmes. C'est-à-dire que Sherlock Holmes, Cumberbatch a mis la barre quand même très haute. Derrière, c'était difficile quand ils ont sorti Robert Downey Jr., qui passait au même moment, et t'as un côté genre... Bah non, du coup, parce que pour beaucoup, Sherlock Holmes est devenu Cumberbatch. Pour moi, par exemple, Sherlock n'a jamais été dans ma tête Cumberbatch. Pour moi, l'image est un acteur beaucoup plus ancien. Jeremy Brett, c'est pour moi l'acteur de Sherlock parce que je trouvais qu'il avait vraiment cette air Sherlock que... Ah, tu vois, moi, c'était Peter Cushing, pour moi. Ouais, mais c'est ça. Après, c'est aussi avec lequel tu as commencé, etc., etc. Parce que, voilà, il y a eu aussi Ian McKellen, qui est un acteur incroyable, etc., etc. Mais Cumberbatch en a fait un grand. Cavill, excuse-moi, je t'aime beaucoup, chérie, hein, mais il y a un moment, ça n'est pas un rôle pour toi. C'est comme moi avec Malkovich. J'adore John Malkovich, mais en tant que Poirot, non. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai que je pense que Tuchet a peut-être un peu rendu inaccessible ce personnage pour plusieurs années avant qu'on puisse s'émanciper de cette vision-là et pouvoir en donner une autre. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on ait un bon Poirot? C'est juste que pour les acteurs, ça va être difficile. Ah bah, c'est plus pour les gens qui vont devoir faire de l'argent. Attendez quelques années, attendez que le temps passe, et après, vous nous faites un bon Poirot. On laisse Bravagne faire son délire, hein. Voilà. C'est ça. Au-delà de ça, on devait parler d'Agatha Christie. On a compris que Hercule, qui était son grand ennemi, son frenemi, on va l'appeler comme ça. Son frenemi. Mais après, il fallait qu'on parle quand même beaucoup de Poirot parce qu'il a quand même eu sa nécrologie dans le New York Times quand il est mort, donc c'est pareil. Et puis, c'est le personnage emblématique de Agatha Christie, mais il y en a eu d'autres chez Agatha Christie, peut-être que vous connaissez. Il y en a moins. Une autre qui a surtout eu des Miss femmes. Marple. C'est ça, moi, que je trouve génial, c'est qu'il y a eu des femmes. La jeunesse de Miss Marple est quand même assez intéressante, justement. Parce qu'en fait, Agatha Christie, en fait, tu sais, donc, elle avait son roman Le meurtre de Roger Ackroyd, avait été adapté en pièce de théâtre sous le nom d'Alibi. Et le personnage de Caroline Shepard dans le roman était devenu une jeune fille. Ah. Et quand Agatha Christie a su ça, elle a été très déçue parce qu'elle s'est dit: mais vous changez toute mon histoire et vous venez d'effacer un personnage qui est important et vous venez d'effacer juste, vous l'avez rajeuni. Tout d'un coup, cette vieille fille n'est plus, quoi. Ouais. Et donc elle s'est dit, puisque c'est comme ça, bah, je vais créer une vieille fille. À quelle époque est née Miss Marple? Alors Miss Marple est apparue pour la première fois en 1932. Oui, donc Christie avait déjà 42 ans. On peut comprendre qu'elle ait été en mode pourquoi vous mettez une jeunette de 20 ans sur un personnage qui est censé être beaucoup plus vieux. C'était surtout, je pense, j'avais créé ce personnage, pourquoi vous me l'avez enlevé pour mettre une jeunette? C'est-à-dire que en gros, vous effacez tous les personnages vieux, quoi. Ouais, c'est le aging, et donc elle a voulu, problème de aging de Hollywood. Ouais. Elle a voulu donner une voix à ces personnages âgés, à ces vieilles filles. Enfin, quand je dis vieille fille, c'est vraiment le terme qu'on utilisait parce que Miss Marple, c'est une dame âgée, mais qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais eu d'époux, qui n'a jamais eu d'enfant. Mais Caroline Shepard, dans le roman de Roger Ackroyd, pareil, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas eu d'enfant. Et ça existait avant, ça existe encore aujourd'hui, des femmes d'un certain âge, des femmes qui ne se marient jamais, qui n'ont jamais d'enfants, parce que c'est leur choix, elles ont envie. Et Christie a dit, j'ai envie de leur donner une voix, de leur donner un visage, et c'est comme ça qu'est née Miss Marple. Elle s'est inspirée des amis de sa grand-mère. C'est toutes les vieilles dames qu'elle croisait sur son chemin, sur le côté vieille fille. Parce que Miss Marple, du coup, elle a quel âge? Miss Marple est assez vieille parce que quand elle commence, je pense qu'elle a une soixantaine d'années, si je me souviens bien. Parce que moi, je confonds souvent Miss Marple avec Arabesque. Oui, alors, on va venir dessus, voilà. Parce que justement... Écoutez, on est un culte, on l'est pas. Mais moi, souvent, j'ai du mal à me représenter Miss Marple parce que dans ma tête, j'ai Arabesque, qui est beaucoup plus âgée, je pense, que Miss Marple. Qui est plus jeune. Miss Marple est plus jeune. Ah ouais. Miss Marple est plus vieille. Méchamment âgée, du coup, quand même. Ah oui, Miss Marple, c'est la mamie du village. Ok. C'est pour ça que moi j'avais du mal avec les premiers romans où Miss Marple apparaît, parce que au début ce personnage est très très désagréable, tu vois. Elle a un nez partout, elle critique tout le monde. Et en fait, plus les années passent, plus Agatha Christie l'écrit, et plus ce personnage s'adoucit
Elle devient plus la bonne petite vieille gentille, qui est très intelligente, qui est très perspicace de la façon qu'elle a de voir les choses et de connecter les liens, les points et à résoudre les enquêtes qui se passent dans le petit village de Sainte-Marie-Mide où elle habite et dans ses alentours. Et donc c'est plus agréable à lire. Ouais. Mais au début, elle est... Putain, mais elle est casse-couille, la vieille. Ah ouais. Non, mais je suis désolée de dire ça. Elle est casse-couille, la vieille. Et on est sur de la haute critique. Donc c'est un autre personnage qui est quand même assez reconnu, qui a eu quand même pas mal de représentations. La première fois qu'elle apparaît, en fait, c'est dans une nouvelle. Son premier roman, sa première apparition dans son premier roman, c'est en 1930. Et sa dernière apparence, c'est en 1976. Donc encore un personnage qui a quand même accompagné Agatha Christie sur une grosse partie de sa carrière et de sa vie d'auteur, quoi. Ouais, voilà. Donc pareil, comme Poirot, Marple a été représenté beaucoup de fois à l'écran par l'actrice Margaret Rutherford entre 61 et 64 dans 4 films. Nous avons aussi la fameuse Angela Lansbury, la magnifique Angela Lansbury, en 1980 dans Le Miroir se brisa, qui est l'un de mes préférés avec Marple. Ouais. C'est l'un des romans que je relis assez souvent. Et c'est en plus un de ces films avec un casting 5 étoiles parce qu'on a ici Elizabeth Taylor, Rock Hudson et Tony Curtis dans le film. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus de ça, Angela Lansbury va jouer des années plus tard dans une série arabesque, on reviendra un peu plus dessus, qui est une sorte d'adaptation des aventures de Miss Marple, mais on reviendra un peu plus dessus après. Et elle a été aussi adaptée à la télé, en série. Dans la série Miss Marple, il y a eu 2 séries. C'est vrai. Miss Marple. T'as la série des années 80-90. Et puis après, tu as la plus récente de 2004 et 2013 aussi, qui était aussi BBC. Donc, ils présentaient Poirot et Marple. Tu pourrais te faire tes soirées dessus. Y a pas de souci, quoi. Bah, en vrai, les Anglais, moi je les imagine bien, un peu comme nous. Mais là, et même dans cette série-là, elle était représentée par 2 actrices. Donc c'est quand même intéressant de voir que ces 2 grands personnages, donc Poirot et Marple, ont tous les 2 été représentés par plusieurs acteurs. Mais c'est vraiment Poirot qui a un acteur qui arrivait à le représenter. Peut-être aussi parce que Suchet est peut-être un acteur qui s'est plus investi que aujourd'hui des rôles féminins. Déjà, jusqu'à une certaine époque, c'était rare d'avoir des personnages féminins forts en protagoniste numéro 1. C'est quand même très récent que les producteurs disent la série ne va tourner que autour d'un seul personnage féminin. Quand tu prends Arabesque, c'était assez révolutionnaire pour l'époque d'avoir une série télé où c'était une femme qui était aux commandes et t'avais aucun homme qui venait lui casser les couilles en disant je suis meilleur que toi parce que je suis un homme. T'es même pas Dr. Queen, parce que Dr. Queen, je crois qu'il y a cette espèce de mec qui lui tourne autour, qui est toujours là pour lui sauver plus ou moins la mise ou je sais pas quoi. Ouais, le blanc qui vit avec les Indiens, Sully. Putain, je me souviens encore de son nom, c'est horrible. El Famoso. Voilà, ça reste des personnages difficiles pour une certaine époque à adapter. Aujourd'hui, peut-être, on reverra des acteurs, des actrices plutôt surtout, capables d'endosser ce genre de personnage, encore que, parce que comme tu dis, c'est un personnage qui est âgée. C'est une femme âgée, en plus de ça. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'une actrice, passée 30 ans, ça devient compliqué. Même des grandes actrices comme Meryl Streep ont connu une traversée du désert terrible parce que elles avaient pris de l'âge et qu'elles avaient plus 25 ans, quoi. Du coup, peut-être qu'un jour, on aura la même grandeur d'ampleur au niveau d'actrice parce que la société aura enfin accepté le fait que ce genre de personnage peut être mis à l'honneur. Mais Agatha Christie, c'est pas juste Poirot et Miss Marple. Quoi ? Il y a eu aussi le fameux duo de Tommy et Tuppence Beresford. C'est un couple de détectives. Ils apparaissent pas dans beaucoup de romans. Ils apparaissent dans 4 romans et dans un recueil de nouvelles. Ils ont été créés en quelle année, du coup, les... 1922. C'était son 2e roman. D'accord. C'était avec ce couple de détectives. Et fait intéressant, c'était les seuls personnages qui ont vieilli avec le temps en même temps qu'Agatha Christie. Ils avaient une vingtaine d'années, un peu comme elle, et après, quand ça s'est fini, ils étaient âgés, puis ils avaient eu des enfants, ils ont une vraie vie en même temps, tu vois. Alors que Poirot, en fait, au début, quand Poirot commence, il est assez âgé, elle s'était jamais dit, je vais l'écrire pendant des décennies, quoi. Ah oui, elle s'était peut-être pas méfiée, ouais. Donc, elle s'était pas dit ça, et donc c'est pour ça qu'il a jamais vraiment vieilli en même temps comme elle, et pareil pour Miss Marple, elle l'a jamais non plus, déjà elle était très âgée, donc oui. Elle pouvait pas non plus la faire rire, mais c'est vrai que Tommy et Tuppence Beresford, ce couple de détectives, ce sont les seuls qui
ont suivi un peu les années. Tu voyais les années passées avec eux. Est-ce qu'ils ont été adaptés aussi? Oui, ils ont été adaptés dans des séries, dans des films. En France, on a eu la trilogie de films avec Catherine Fro et André Dussolier. Ah, c'était eux! Ah oui, c'était sympa en vrai. Ouais, non, franchement, ils sont sympas, ils sont bien. Moi, j'aime bien aussi l'Optionnel, mais c'est pas mes préférés, quoi. Oui, disons qu'ils envoient pas une énergie. Là, il y a plus un côté un petit peu plus comédie, un peu plus léger dans leurs histoires, je trouve. Après, ça reste du cliché, quoi. Et donc, on a encore. J'ai gardé, on va dire, le meilleur pour la fin parce que c'était vraiment son préféré à elle, qu'elle adorait écrire. Ok. C'était Monsieur Harley Quinn, ne pas à confondre avec Harley Quinn de DC, avec la fiancée de Joker. C'est pas le même. Et pourquoi elle s'appelle Harley Quinn? Parce qu'elle s'est basée sur la commedia dell'arte pour créer ce personnage. Et ce personnage est souvent associé à un autre qui s'appelle Satterthwaite, qui est un vieil homme. Et dans ces histoires, en fait, les deux hommes sont liés parce que souvent Satterthwaite vit sa vie et tout d'un coup, Monsieur Quinn apparaît. Et quand il apparaît, il déclenche les événements, il déclenche un peu le mystère, les explications. T'as tout, la machine se met en route. Il y avait toujours un petit côté supernaturel. Elle a commencé à écrire, elle était allée dans le supernaturel et Monsieur Quinn lui permettait de repartir dans ce côté qu'elle explorait peut-être un peu moins avec ses romans de détective. Bah oui, faut pas oublier que Agatha Christie, elle écrivait pas seule dans le sens où elle avait un éditeur. Que l'éditeur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de vendre des livres, et que bah, forcément, l'éditeur devait lui demander plus souvent qu'elle écrive des romans avec Hercule Poirot, parce que Hercule Poirot se vend, qu'avec un nouveau personnage qui n'est pas forcément populaire. Donc ça ne fait pas tout, mais ça joue beaucoup sur la carrière d'un auteur, la maison d'édition et l'éditeur qui est derrière. Sauf si auto-édité, mais ça, c'est quand même plus rare. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. Et elle en a écrit beaucoup des bouquins avec Harlequin. Elle en a écrit pas mal, surtout des nouvelles. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a écrit un recueil de nouvelles de Mr. Quinn. Et ce qui est marrant, c'est que ce recueil, elle l'a dédicacé à Monsieur Quinn, au personnage. Tellement elle l'adorait, tu vois. Puis ce qui est marrant, en plus de ça, c'est que... donc Monsieur Quinn et Monsieur Satterthwaite, qui sont souvent de pair ensemble, ils apparaissent dans d'autres romans avec Poirot, avec Marple, brièvement. Ce ne sont pas des personnages principaux, mais ils apparaissent brièvement. Et c'est pour te montrer à quel point, je pense, elle les aimait beaucoup, c'est de pouvoir les mettre un petit peu par-ci, par-là. Pour se faire plaisir à elle en tant qu'auteur, je suis contente de le voir là, quoi. Okay. Et puis d'ailleurs, la première adaptation cinématographique, c'était une adaptation d'une nouvelle avec Monsieur Quinn. Alors, moi, je vais quand même poser une question. Ouais, vas-y. Tu me connais, j'aime bien aller dans les... gratter un peu là où ça fait mal. On a parlé de ces héros, Hercule Poirot, Marple, etc. Et on a parlé dans les épisodes d'avant, pour ceux qui nous suivent depuis le premier épisode, et les autres, allez écouter les autres pour voir de quoi je parle, du fait que le roman le plus aimé de la carrière d'Agatha Christie, c'est And Then There Were None, qui en français, Ils étaient 10. Et bah, dans ce roman-là, si je ne m'abuse, il n'y en a aucun de ces héros. Et donc, c'est rigolo de voir que finalement, le livre le plus aimé et le plus populaire d'Agatha Christie, c'est l'un des rares où il n'y a aucun de ses compagnons de vie, de ses personnages emblématiques qu'elle a créés et qui l'ont accompagné toute sa carrière. Mais je pense que justement, c'est ça qui a fait sa popularité et ça qui a plu à beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. C'est que... T'as pas besoin de voir les épisodes d'avant pour comprendre. Déjà, t'as pas besoin de... Et puis en plus, l'histoire en elle-même. Et je pense que justement, si elle avait mis Poirot dans Ils étaient 10, ce serait devenu un roman de Poirot. Si elle avait mis Miss Marple, ce serait devenu un roman de Miss Marple. Et puis, est-ce que le twist... Et puis, ça tiendrait pas la route. Si t'as Poirot dans ce roman... Tu sais que ça va se terminer, on va savoir qui est le tueur. Tu n'as aucune peur pour les personnages parce que tu sais que le héros va s'en sortir, va les sauver. Alors voilà, que, on revient sans vous spoiler la fin de ce chef-d'œuvre... voilà. On revient à l'idée de ce contrat qu'on signe, qu'on signe ensemble avec Agatha Christie. Je pense qu'un habitué de l'époque qui a découvert le livre à sa sortie et qui a vu qu'il n'y avait pas Miss Marple ou Poirot ou autre, s'est peut-être dit « ça pue ».
Parce qu'au début du bouquin, c'est assez soft, il se passe pas grand-chose. Il faut un peu de temps pour que l'ambiance assez angoissante de ce bouquin se mette en place. D'un autre côté, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Je pense que le fait qu'il n'y ait aucun des Poirot, aucun des tout ça, c'est peut-être aussi une manière de dire à son lecteur, cher lecteur, il va se passer des trucs auxquels vous n'êtes pas habitué pour une fois, et peut-être que ça va puer. Peut-être que pour une fois, ça se terminera pas bien. Parce que c'est aussi un des rares qui se termine pas bien. Le meurtre de Jack Roy se finit pas bien. Ouais, mais t'as plus à la fin de mémoire de quand je l'avais lu. Pourtant, il y a un Poirot. Oui, mais t'as plus d'infos à la fin de ce qui s'est passé, de tout ça, alors que, je sais pas, l'ambiance très angoissante de ce bouquin-là tient aussi peut-être à ce que pour les gens qui sont habitués à le lire, il n'y a pas ceux qui d'habitude sont là pour régler les problèmes, tu vois. Ouais, je pense que ça tient bien. Et puis c'est le côté aussi, tu mets des personnes qui se retrouvent là, qui savent pas, qui apparemment se connaissent pas, qui comprennent pas pourquoi elles sont là. En plus, t'as pas ce côté rassurant d'avoir Hercule Poirot ou Miss Marple qui vont être là pour te donner la solution, pour te maintenir en vie. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je dis, c'est mettre aussi le spectateur, un peu comme ce film de je crois que c'est Sergio Leone si je m'abuse, mais en tout cas c'est sûr c'est un western qui commence avec un plan comme ça de mémoire sur le quai d'une gare où tu as tous les personnages les plus... mais je peux confondre, mais en tout cas tu as tous les acteurs emblématiques de cette série de western qui apparaissent et qui au bout de 5 minutes de film meurent, tous, et tu te dis... Attendez les gars, ça fait que 10 minutes de film, qu'est-ce qui va se passer après, tu vois? Et ça amène chez le spectateur une insécurité de mais attendez, moi, comment on fait s'il n'y a pas le héros, tu vois? C'est un peu comme regarder un Superman, et au bout de 10 minutes de film de Superman meurt. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais, mais tu vois, ils étaient dit, je pense que comme tu dis, c'est ce côté insécurité, mais d'un autre côté, même si tu n'étais pas fan de la formule détective d'Agatha Christie, tu pouvais lire ce livre. Et je pense que c'est pour ça que c'était l'un des plus vendus. Parce que même des gens qui n'étaient pas fans du roman détective ou de la formule Agatha Christie, bah c'est quand même un roman qui sort du lot par beaucoup de choses. Et tu vois, où on parlait de celui qui a été fait avec Aidan Turner, donc qui a été sorti en 2017, si je ne m'abuse, 2016-2017, par la BBC, avec le très bon acteur Aidan Turner. Je vais quand même dire qu'il y a eu un problème, moi, sur cette adaptation de And Then There Were None. C'est que, normalement, dans le bouquin, il te faut pas mal de pages avant de comprendre qu'il y a un problème. Dans cette adaptation, tu le comprends dès le début. Dès le début, ils te mettent cette musique très angoissante de... Et puis même les couleurs, si je me souviens bien, les couleurs aussi. Ouais, alors les couleurs, tout est angoissant dès le début. T'as pas ce côté un peu léger du début qu'il devrait y avoir de ces gens qui partent en villégiature, tu sais pas trop, dans une île, bon, c'est rigolo. Dès le début, tu te dis, ça pue, il y a un truc qui va pas. Et c'est le seul truc que je lui aurais reproché, tu vois. Ouais. Aiden est bien sûr magnifique, ça ne... Mais parce qu'en plus, dans le roman, si je me souviens bien... C'est très long pour que tu... C'est très long, parce qu'en fait, tu découvres chaque personnage quand il arrive, tu te fais OK, ouais. Tu lis, tu as la curiosité, tu veux savoir ce qui se passe. Et il n'y a que quand tout le monde arrive, tout le monde est là, tout le monde se présente, tout le monde ne sait pas qui il est. Non, mais t'as le premier mort très vite. Le gramophone joue pour la première fois. Là, tu sens, c'est pas juste une petite, un petit week-end sur une île tranquille, quoi. Ouais, tu sens qu'il se passe un truc. Mal finir. Mais c'est vrai que c'était bizarre dans cette adaptation-là. Bon, après, l'adaptation en elle-même est très cool, mais il y avait ce détail-là où t'étais un peu en mode la charrue avant les bœufs, là, chérie, un petit peu, voilà. Mais pour dire que, bon, voilà, 2016-2017, ça reste quand même très récent. On a parlé aussi d'adaptations encore plus récentes de 2020, 2021, peut-être 2023, peut-être 2024, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On sait en tout cas que Agatha Christie continue d'être adaptée, mais elle ne fait pas qu'être adaptée, Agatha. Agatha, elle est un peu la Sarah Bernard anglaise qui a influencé son époque dans la manière dont elle écrivait, dans la manière dont... Mais elle influence encore notre époque aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, Agatha Christie, c'est un peu... La Kim Kardashian en plus talentueuse, tu vois. Je sais, le parallèle est osé. Mais vous verrez que... mais faut le faire, parce que quand même, il y a une différence entre Agatha Christie et Kim Kardashian, quoi. On va voir ça. Est-ce que Agatha a beaucoup influencé son époque, notre époque et le reste des époques qui arrivent ?